Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée aux pensées poétiques de Hölderlin. Nous abordons à présent la lecture de la dernière strophe du poème « Comme lorsqu'au jour de fête ». Son propos ne se laisse pas saisir facilement, d'autant plus que cette strophe est inachevée et connaît des versions différentes. Après celle de Dionysos, et là je renvoie à une émission précédente, il semble que nous sommes désormais confrontés à une mise en garde de Hölderlin, laquelle mise en garde est teintée d'une certaine menace. Je vous propose d'écouter cette dernière strophe, complétée de la fin de la précédente, puisqu'elles sont liées. Je m'appuie toujours sur la traduction française de Jean-Pierre Lefebvre, disponible dans l'anthologie bilingue de la poésie allemande, publiée dans la collection de la Pléiade. Je tiens compte aussi de la lecture que propose Martin Heidegger et que l'on peut lire dans Approche de Hölderlin. Car pour peu que de cœurs purs comme les enfants, nous-mêmes, nous soyons, qu'innocentes soient nos mains, le rayon du Père, le pur, ne brûlera pas notre cœur, et celui-ci, bien que profondément ébranlé, compatissant avec les douleurs du plus fort, demeurera dans les tempêtes déferlantes du Dieu, à son approche inébranlable. Malheur à moi, pourtant, quand de malheur à moi, et si je dis aussitôt que je me suis approché pour contempler les célestes, et que même ils me jettent profondément sous les vivants, moi, le faux prêtre, dans l'obscurité, pour que je chante à ceux qui savent apprendre le chant de la mise en garde, là-bas. Dans mon propos de la dernière fois, nous avons vu que dans la strophe 7, Hölderlin énonce ce qu'il en est d'un enjeu éthique plus important que tout. D'une part, il y a à prendre poétiquement acte du réel en tant qu'impossible, impossible à atteindre, et d'autre part, il y a à se maintenir dans l'intervalle de temps du non-rapport entre l'homme et le sacré. De là, il y a la nécessité pour le poète de faire le geste de porter le signifiant de manière à ce que quelque chose de contingent puisse surgir. Contingent au sens de surgissement de quelque chose d'inouï dans le mouvement d'énonciation qui est le site du poète à proprement parler. Là est l'éthique pour l'homme dès lors qu'il consent à répondre en retour à l'appel du divin pour le sacré lui-même, en ce qu'il a à se déployer à partir de la loi rigoureuse issue du chaos sacré. Voilà pour ce rappel de la strophe 7. La dernière strophe, quant à elle, peut faire mystère tant elle est difficile à saisir. C'est la raison pour laquelle je compte y consacrer 2 émissions. Je dois dire que le commentaire qu'en donne Heidegger m'a d'abord un peu perdu, et pendant un moment, j'ai même pensé qu'il faisait un contresens. Alors que pas du tout, bien au contraire. Des petites lumières ont fini par émerger, et ce qu'il en est advenu a quelque peu bouleversé ce que je pensais avoir approché du poème jusque-là. La question du réel en tant qu'impossible s'en trouve relancée. Heidegger dit ceci: la permanence du sacré est menacée par la médiation qui est la parole de l'hymne, médiation issue du sacré même, et exigée par sa venue. Seulement, ce n'est pas d'abord la parole humaine, mais, déjà plus arrachant, le rayon sacré du Père qui menace, commis à l'embrasement qui engendre la parole, d'arracher le sacré à son immédiateté, et en le déportant dans le média, de le livrer à l'anéantissement. Et il poursuit. La sphère la plus haute, le rayon sacré, menace même le sacré encore plus profondément de la perte de son être. Essayons de dire quelque chose du rayon sacré du Père qui menace d'arracher le sacré à son immédiateté et de le livrer à l'anéantissement, car désormais déporté dans le média. Voici ce que j'en retiens.
L'hymne du poète témoigne d'un dire qui accomplit la parole du sacré, c'est-à-dire qu'il témoigne de la mise en acte, de l'articulation signifiante d'après le mouvement d'énonciation. Le signifiant, alors connoté du réel comme impossible, devient poème et le poète, devant cette connotation du réel comme impossible, devient par-l'être. Il y faut le geste de saisir et de porter dans la main le rayon du Père, ce qui rappelle directement ce qu'énonce Lacan à propos du point de Capiton dans le séminaire 3, Les psychoses, qui, comme l'indique Christian Firens, porte essentiellement sur la question du signifiant. J'ouvre ici une parenthèse qui a son importance. Le point de Capiton, qui doit toujours s'entendre au singulier, ne se rapporte pas tant à la jonction entre le signifiant et le signifié, d'après une conception saussurienne, qu'à un certain lien par un signifié entre un S1 et un S2, selon ce qui deviendra dans le séminaire l'identification, la deuxième conception du signifiant. Autrement dit, le point de Capiton désigne la structure pour une articulation signifiante en devenir. Ce qui est fondamental avec le point de Capiton est le fait qu'un signifiant complété d'un signifié soit relié à l'autre, le grand autre signifiant S2, le grand A barré. Aussi, le point de Capiton met d'emblée en jeu la question du passage du S1 au S2 tel qu'il se présente dans le processus symbolique de la fonction signifiante qui, je le rappelle, opère un mouvement d'énonciation à partir du moteur de l'effacement de l'imaginaire, du moteur de la répétition et de la rencontre du réel comme impossible. Ceci est absolument fondamental et je considère que le poème de Hölderlin en témoigne admirablement. Ainsi, parler du Père réel, dans ce poème comme en psychanalyse, c'est parler d'un opérateur structural qui dépend du réel comme impossible et qui opère en acte dans la contradiction logique. C'est à ce titre que le Père est directement issu du sacré, inatteignable, ou du réel comme impossible. Dire que dans la position de la psychose, le point de Capiton est laissé de côté, revient à dire que le mouvement du dire n'a pas lieu, toute signification reste intacte, la répétition renvoie un signifiant à un autre signifiant selon la dialectique du désir propre à la topologie des tores enlacés. Et le réel comme impossible ne peut se rencontrer, saturé qu'il est par un grand autre qui emprunte volontiers la figure d'un surmoi féroce à la mesure de l'imaginaire en jeu. Cependant, il faut faire remarquer que la structure du point de Capiton, à proprement parler, y est toujours déjà engagée, quoique à l'état de suspens. Sans cela, le risque est grand de coller à une conception saussurienne du signifiant qui consiste à dire que dans la psychose, il n'y a pas de différence entre le signifié et le signifiant, selon une lecture simpliste du point de Capiton. Ce qui, du symbolique, est rejeté, fait retour dans ce que l'on nomme le réel, témoignant ainsi de la forclusion du signifiant du nom du Père, qui empêche l'entrée dans l'identification projective. Faute de l'inscription de ce signifiant, le psychotique n'aurait pas de désir. Comme symbolique et réel sont amalgamés, toute manifestation de désir s'apparente à une irruption débordante, une jouissance illimitée, à contenir au moyen notamment d'identifications imaginaires à soutenir. L'idée a priori étant que, faute d'avoir un accès au symbolique, le psychotique ne peut assumer le désir qui le confronte à un anéantissement de lui-même, une négation mortifère à prévenir. Même s'il devient courant pour le psychanalyste de faire un accueil dans son cabinet au psychotique, il n'empêche qu'un tel abord de la psychose coupe d'emblée court la dynamique de la cure analytique. Soutenir les identifications imaginaires quand il s'agit au contraire d'accentuer le processus symbolique d'effacement de l'imaginaire, propre à la fonction signifiante d'une part, et chercher à contenir les effets débordants de la jouissance quand il s'agit au contraire de permettre à ce que quelque chose du principe de jouissance aille librement de soi et de soi seul. On entend bien que la prise en compte ou non du fait que le point de Capiton implique fondamentalement qu'un signifiant soit complété d'un signifié, d'emblée relié à l'autre signifiant S2, le grand autre barré,
entraîne des conséquences tout à fait importantes pour la pratique de la psychanalyse. Suivant que l'analyste se situe dans telle ou telle perspective, le processus de la cure n'est pas le même. L'une essaye de pallier le défaut entre guillemets de l'articulation signifiante par un renforcement des appuis imaginaires, tandis que l'autre vise à l'inverse à favoriser la réalisation du saut dans le mouvement d'énonciation où quelque chose peut et doit advenir, comme l'indique Hölderlin. Je ferme ici la parenthèse et je reprendrai la lecture de cette dernière strophe dans 15 jours. Et nous aurons l'occasion de nous retrouver mercredi prochain pour la suite du dialogue avec le texte psychanalytique. Au revoir.